Bah écoutez, on va commencer. Donc je vous redis bonjour à tous et je vais me présenter assez rapidement. Donc moi c'est Mathieu Suffren, hein, je suis du coup expert Hornet Security chez Chris. Donc voilà, on s'occupe également, hein, enfin je m'occupe également de la partie formation, de la partie avant-vente, onboarding, présentation de la solution. Donc si on vous accompagne au fur et à mesure, de votre déploiement côté Hornet, hein, pour ceux qui connaissent du coup, cette solution-là, c'est moi qui vais vous accompagner. Et aujourd'hui, on va parler de migration, de services surtout et également on fera un point du coup sur une nouvelle fonctionnalité qu'a apporté Hornet Security pour la gestion des licences, qui s'appelle le Business Center. Donc, hop, très rapidement, je vais du coup commencer par, la partie théorique. Ça va durer entre, allez 15 minutes je dirais. On va essayer de tenir sur ça et voilà, moi mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter votre avenir, peut-être en tant qu'MSP, côté Hornet Security, hein. Le côté, Business Center aussi comme je vous ai dit. Donc c'est un cycle de vie, enfin vous pouvez avoir la visibilité et la gestion sur le cycle de vie de vos licences clients. Et également, on va parler du portail partenaire, donc l'accès que je vous ai, envoyé, dans la conversation et après on passera à la partie démonstration. Aujourd'hui, pourquoi je parle d'avenir avec Hornet Security? Vous connaissez peut-être, mais avant du coup que Hornet Security rachète Vadé, Vadé avait déjà son savoir-faire, sa technologie, donc c'était, un pure player au niveau de la protection de messagerie. C'est c'est un moteur qui est très puissant, hein. Aujourd'hui, Hornet Security intègre le moteur Vadé à sa protection, donc on a un moteur encore plus puissant. Mais du coup, moi, je vais vous raconter, le cas d'une entreprise MSP, potentiellement vous, qui va avoir la volonté de développer du service pardon, pour répondre à vos besoins clients. On répondait avec Vadé à la protection de messagerie. Aujourd'hui, avec Hornet, par le biais des plans, donc du plan 1, du plan 2, du plan 3 et du plan 4, on répond à tous ces besoins. Tout le monde veut protéger sa messagerie. Quasiment tout le monde le fait. On va dire, c'est un peu le b.a-ba voilà, de la protection qu'on met en place dans une entreprise. Aujourd'hui, avec Hornet, on va plus loin. On met en place de la signature. On gère du coup la signature et les messages d'absence de vos clients. On gère la gestion du chiffrement de vos mails. On rajoute un service continuity pour les serveurs on-premise ou autres. C'est vrai que pour du Microsoft, on se prononce un peu moins. On propose de l'archivage, de la sauvegarde. Demain, votre client, il a tout son environnement 365 à gérer, ou vous gérez potentiellement la totalité des environnements 365 de vos clients. Vous avez de la gouvernance sur ces tenants 365 avec la partie multi-tenante manager. En plus de ça, forcément, on a l'utilisateur final qui est le rempart de la protection, puisque c'est sûrement lui qui va cliquer sur des mails, cliquer sur des liens, télécharger, des pièces jointes et cetera. Donc on propose également avec Hornet un vrai service de sensibilisation et également de formation pour renforcer le savoir, et du coup cette barrière qui est l'utilisateur final. On gère aussi la partie autorisation 365. Aujourd'hui, vous avez peut-être un environnement 365 où ça fait 10 ans qu'il y a plusieurs accès qui sont envoyés à l'extérieur, ou qu'il y a des droits qui sont donnés à tel utilisateur ou des utilisateurs orphelins encore existants. On peut gérer ces autorisations directement sur le control panel, donc sur la console Hornet Security via le Permission Manager et on peut du coup, développer du service suite à ça. C'est un vrai besoin, que ont les clients finaux parce que, c'est souvent des tenantes qui durent dans le temps avec des droits qu'on ne maîtrise plus au bout d'un certain temps. Donc forcément, vous pouvez apporter grâce à Hornet, une réponse à ce besoin. On a aussi de l'assistance IA. Ça, c'est sur quoi Hornet va du coup se diriger au fur et à mesure des années. On a déjà un existant avec cette IA-là. Je vous présenterai très rapidement ce qu'on peut faire plus tard avec. Mais voilà, on a du coup une assistance qui va permettre de faire un peu du support au final, hein, vers l'utilisateur final. Vous déléguez le support à cette IA et en plus de ça, l'IA va proposer comme un conseil. Donc ça va être l'utilisateur qui va être guidé pour une prise de décision. Vous déléguez vraiment du temps, que vous mettez de base à votre client final et également on gère aussi la protection de domaine. Hem
grâce au DMARC Manager, hein. Donc on a du reporting et on a de la protection réelle, suite à cette partie-là. Je vous présenterai de toute façon au fur et à mesure, de la présentation. Donc voilà, on voit qu'on a plusieurs services, donc potentiellement plusieurs besoins clients. La partie messagerie, c'était ce qu'on savait faire. Aujourd'hui, avec Hornet, on va plus loin. Ce qu'on avait du coup avec Vadé, c'est important quand même de se rappeler, et de savoir ce qu'on a avec Vadé. Vous savez sûrement, mais je préfère faire une piqûre de rappel. Si on parle du coup de la protection de messagerie, aujourd'hui, on se pose la question de quelle offre on a et quels besoins. Avec Vadé, on protégeait, via les API ou via les MX. Donc en API, on va protéger le mail lors de sa réception. Avec les MX, on va vraiment protéger et analyser le flux de messagerie et on va analyser le mail en amont de la réception et l'API, c'est en aval de la réception. Si on prend à isopérimètre ce qu'on avait avec Vadé, ce qu'on a aujourd'hui avec Hornet, on parle d'anti-spam, d'anti-malware, d'anti-phishing. On parle également d'ATP, Advanced Threat Protection, avec la partie time of click, où on va du coup contrôler et mettre en sandbox les liens web sur lesquels on va cliquer dans les mails. On a toujours ce principe de reporting et en même temps, on pouvait aussi gérer et vérifier les entrées des KIM, des marques ou SPF pour avoir un blocage et un filtrage suite à ça. On va beaucoup plus loin avec Hornet, c'est sûr, puisque le plan 4 propose un service propre à cette partie-là. Et si on prend du coup les bundles qu'on avait auparavant, on avait VAD et Cloud pour la partie MX, VAD et M365 ou Google pour la partie API. Aujourd'hui, avec Hornet, on a un tout en un. On peut choisir soit API, soit MX, c'est toujours le cas. On garde toujours le même principe de souscription à des plans, mais on va plus loin avec la partie hybride, où on mixe les deux. On va avoir une protection du coup en API et en MX, on protège en aval et en amont. De plus, on voit avec mes petites pastilles jaunes, hein, qu'on rajoute forcément du service à chaque plan qu'on prend avec Hornet. Avec le plan 1, on va rajouter la signature, le message d'absence et la gestion de chiffrement. Avec un plan 2, on rajoute en plus de ça l'archivage et la continuité. Donc voilà, on a vraiment toujours ces services en plus avec Hornet. Hop, voilà. Et là, du coup, on peut mettre de côté pour l'instant Vadé, puisque avec Hornet, on va encore déployer du service. Aujourd'hui, vous protégez la messagerie, c'est très bien, on a des services en plus de la messagerie, c'est encore mieux, mais on va encore plus loin. On prend un plan 3. Un plan 3, on va avoir de la sauvegarde. On parle de sauvegarde 365, on n'est même plus sur la protection sur les sauvegardes de la messagerie. Aujourd'hui, on va protéger la messagerie, un OneDrive, un SharePoint, un Teams, une discussion, enfin un OneNote pardon, donc aussi peut-être un planeur. On va pouvoir, gérer la partie alors il y a un outil de projet chez Microsoft aussi qui permet enfin qui peut être sauvegardé et demain, on pourra sauvegarder aussi, la partie intra-ID, beaucoup plus situationnelle, pour la partie technique, hein, pour ceux qui se reconnaîtront et forcément, on peut si on sauvegarde, on va pouvoir restaurer de façon granulaire ou standard. Donc on peut très bien restaurer un fichier et en plus de ça, on rend l'utilisateur autonome puisqu'on peut lui donner accès à la partie restauration. Donc il peut restaurer ce qu'il veut sur son mail. C'est vraiment un point en plus de rajouter de l'autonomie à l'utilisateur final et tout ça sur un stockage en soi illimité et sans frais. Si on passe sur un plan 4, là, on met encore, plusieurs services qui vont vraiment, rajouter de la sécurité et englober encore vos outils 365 et les protéger et rajouter du service sur les outils 365. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va sensibiliser, former vos utilisateurs, puisque comme je vous ai dit, l'utilisateur final est vraiment le dernier rempart, de la protection et c'est lui, du coup, qui va être l'acteur de s'il clique ou non sur quelque chose de frauduleux. Aujourd'hui, on sensibilise. On sensibilise par des campagnes de phishing, mais aussi par la formation, pardon, recommandée et surtout concentrée, sur, un domaine bien précis que l'utilisateur final va cliquer. S'il se fait avoir la plupart du temps sur, des liens PayPal ou sur de la fraude à la carte bleue, on va lui conseiller des formations sur ça. De plus, hem, si vous gérez, du coup, si on va sensibiliser vos clients, si on reprend un peu de recul sur le tenant de 365, hein,
comme je vous ai parlé tout à l'heure, on prend le cas d'un de vos clients, que ça fait 10 ans qu'il a, mis en place des droits, des partages, il a créé plusieurs utilisateurs, il y a encore des accès, pour tout le monde sur certains dossiers, ou tout simplement il n'y a pas réellement de conformité ou de template de conformité, pour ces droits-là. Avec la partie permission manager, donc les autorisations 365, hein, on va pouvoir déployer des templates, donc des modèles pour, avoir des actions massives au final sur tout un tenant, SharePoint par exemple, et nettoyer les utilisateurs orphelins ou nettoyer les autorisations pour tout le monde, ou tout simplement vérifier qui a le droit à qui depuis X temps, bien évidemment. Donc voilà, on rajoute encore du service et demain, ben, vu qu'on parle de protection de messagerie, la protection, alors DNS, au final, c'est plus ce qu'on met sur un domaine public, hein, le DMARC, le SPF, le DKIM. On va pouvoir gérer cette partie-là sur Hornet. Donc, on aura une redirection sur vos DNS publics de vos entrées sur Hornet. Tout sera géré sur une seule et même console. Et en plus de ça, on aura un reporting efficace sur cette partie DNS. Simple exemple, on va avoir des rapports de conformité ou des rapports de délivrabilité. Si vous êtes du coup usurpé en Chine ou votre domaine est usurpé en Chine ou autre, on va pouvoir visualiser où je suis usurpé, comment protéger encore mieux mon domaine, ou tout simplement avoir des taux et des rapports précis sur comment mes mails sont transités avec mes partenaires. Est-ce que j'ai un beau taux de délivrabilité ou est-ce que j'ai des échecs au niveau de mes entrées SPF ou autres? Donc voilà, vous avez un reporting vraiment complet grâce à cette partie protection DNS avancée qui s'appelle le DMARC Manager. Et on a aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce petit assistant, donc je vous l'ai mis juste à côté au niveau du plan 4, qui s'appelle l'IA Cyber Assist. Cet agent-là, il est vraiment prévu pour l'utilisateur final. Pourquoi? Puisqu'il va se positionner sur un Teams. Donc, comme je vous ai dit, on va déléguer presque le support et la prise de décision de l'utilisateur final sur Teams, sur ce qu'il reçoit, avec qui il échange, quel fichier il va cliquer ou quel lien il va envoyer. On va pouvoir analyser ce qu'il fait directement. Ou tout simplement sur la partie mail, et c'est le plus important. Il va avoir un doute sur un mail, il veut savoir si c'est réellement une attaque, il a un doute, au lieu de rapporter l'email à l'administrateur et de ne pas être informé sur ce qui s'est passé dans le mail, il va pouvoir utiliser l'IA, être guidé et échanger avec l'IA pour savoir réellement ce qui s'est passé, pour savoir réellement quelle est l'action qu'il va pouvoir faire par la suite. On est entre la sensibilisation, l'assistant, le conseil, etc. Vous voyez que c'est vraiment, du coup, aujourd'hui un outil qui va assister et aider votre utilisateur final. Voilà. Donc, on a parlé de plusieurs services, de plusieurs plans. On a vu qu'à chaque plan, du coup, a son service. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de toute façon avec Hornet, c'est qu'on a une protection totale de votre environnement 365, ou en tout cas de la messagerie, hein, si on garde encore uniquement la messagerie, mais on veut un petit peu se décoller de cette étiquette. On a vraiment une protection globale de votre environnement 365, une gestion complète de chaque solution. Tout est sur la même console, hein. C'est une console unifiée tout en un, où on peut tout gérer depuis un point A. Et derrière, vous protégez encore une fois tout le tenant de 365. On met de plus en plus de services. Vous, en tant qu'MSP, vos clients ont des besoins, vous protégez la messagerie, mais tout le reste d'un environnement 365 est criant de vérité en termes de besoins de protection. Donc vous déployez encore plus du service par rapport à ça. Et on met en place plutôt une autonomie au niveau du partenaire. Je vous le raconterai aussi avec la partie business manager, mais surtout l'utilisateur avec cette partie IA. On a un vrai gain de l'autonomie et c'est ce que recherche aujourd'hui un prestataire de service pour qu'il délègue et il enlève un petit peu du temps qu'il met en place chez l'utilisateur final ou chez le client. Et voilà, aujourd'hui, comme on peut le voir, chez Chris, on a plusieurs produits au catalogue et on avait cette partie MSP avec Veil Partner auparavant, mais avec Hornet Security, on va plus loin. Et on garde toujours cet accompagnement Chris. Si vous avez un réel besoin au niveau en termes de conseils sur le MSP ou sur ce qu'on fait chez Chris en tant que MSP, je vous conseille de contacter monsieur Yann Boulier, qu'on voit juste ici. Vous pouvez cliquer directement sur sa photo. Au pire, j'enverrai ses coordonnées directement dans la conversation. Mais je vous invite à le contacter. C'est notre expert, du coup, MSP côté Chris. Maintenant, on va basculer sur le Business Center. Je vous en ai parlé très rapidement avant. On va gérer le cycle de vie de nos licences clients, vous en tant que partenaire. Au final, on a une gestion centralisée des essais. C'est très important.
quel client essaye quoi, pendant combien de temps il est encore en période d'essai et surtout, ben, qu'est-ce qu'il a souscrit chez Hornet Security? Quel est son plan? On a surtout le code produit que vous pouvez avoir pour communiquer avec nos commerciaux. On a la possibilité sur cette console de commander, d'annuler ou de résilier facilement, un de vos clients tout simplement, ou lui-même pourra vous envoyer une demande pour résilier son abonnement ou sa période d'essai et c'est un rôle à part sur tout le contrôle panel qui est une console, hein. On peut du coup ajouter n'importe qui, n'importe quel de votre, de vos salariés par exemple, pardon, qui a uniquement ce rôle business manager et qui va gérer uniquement cette partie-là. Et pour finir, je vous parle du portail partenaire, donc c'est le lien que je vous ai envoyé. Donc je vous invite à vous inscrire. On a normalement un lien cliquable dans cette partie, Get Partner Portal Access et tout simplement, ben, on va avoir une documentation ultra complète, avec des documentations techniques, avec de la documentation marketing, commerciale. On a des fact sheets qui vous montrent très rapidement et en même temps très efficacement ce que fait un produit, comment l'utiliser et quels sont les gains et les avantages qu'on va avoir avec ce produit-là. Vous allez avoir les différents documents d'onboarding, très importants quand vous mettez en place vos clients, ou des tutoriels pas à pas de service. Et là, on est vraiment sur un tutoriel où on va être guidé, où on clique sur chaque point et on est guidé sur ben, comment mettre en place un produit. On a des webinaires, des abonnements possibles à des newsletters, etc. Le but de ce portail-là, c'est de gagner en force et en savoir par rapport à la solution en net security, tout simplement. Voilà. Et passons à la démo. Alors, je me permets, hop, du coup, je vais devoir, hop, faire arrêter le partage, hop, hop, et normalement, si je fais ça, voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur le control panel. Donc, on le voit juste ici. Le control panel, hein, quand on s'y connecte, donc c'est la console technique de Hornet Security. Donc, quand on se connecte sur cette console, on est sur notre compte partenaire. On reconnaît un compte partenaire et un compte client, si je défile ici, hein, par rapport à si c'est un nom de domaine ou non, tout simplement. Alors, je crois que juste j'ai fait une petite erreur, je suis pas sur le bon. Ce sera mieux. Hop, voilà, celui-là, il est mieux. Donc, comme je vous ai dit, on est sur notre compte partenaire et on va pouvoir gérer, ben, vos clients. Je vais vous montrer d'abord comment on va créer un client. Donc je viens dans la partie tableau de bord, on va créer son client, je lui mets un nom de domaine aujourd'hui qui est un nom de domaine bidon. Hop, voilà, je suis administrateur déjà de mon compte partenaire. Pour l'instant, je vais être l'administrateur de mon compte client. On verra pour la synchronisation plus tard. Assez simplement, on crée mon client. Hop, c'est très bien. Maintenant qu'on a créé son client, on peut directement se rendre sur le client et je vais vous présenter après la partie business manager aussi très rapidement puisque dès lors que moi je crée mon client, je vais sur le 365 Total Protection. C'est ici qu'on voit les différents plans. Vous avez sûrement déjà eu l'habitude de voir de voir des présentations d'Hornet avec tous ces plans-là. Donc on y voit bah, potentiellement le plan auquel on a souscrit. Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'embêter. Je vais essayer un onboarding générique où on aura uniquement la synchronisation en API des utilisateurs. Voilà, je crée mon nom. Hop, on a déjà des entrées qui sont entrées, bah, c'est très bien. On va prendre, hop, voilà, par exemple, c'est juste des données administratives. Hop, je lance mon trial. Là, ici, je m'onboard pour un. Ah oui, forcément, ça va me bloquer sur cette partie-là. On va se connecter avec celui-là, c'est pas grave. Hop, là. Peu importe ce qu'il me fait, c'est normal, ce tenant n'existe pas, c'est très bien. Peu importe. On est sur aujourd'hui un test entre guillemets bidon. Mais moi, mon but, c'est d'aller ici et de me dire que sur mon business manager, donc j'ai créé mon client, je lui ai lancé n'importe quel plan. Moi, je me suis lancé sur un onboarding générique, mais demain, vous lancez un plan 4, par exemple. Je veux voir directement si j'ai bien souscrit au bon bundle. Je vais sur mon portail partenaire et alors du coup, j'ai un autre test et heureusement, parce que ça prend un petit temps quand même avant que ça remonte. Mais aujourd'hui, bah, du coup, je vais voir mon nouveau compte
s'il est bien déployé, s'il est complet, incomplet, en attente ou tout simplement déployé. Et on va voir, bah, qu'est-ce qu'il a souscrit. Aujourd'hui, on voit des prix publics, hein. Pour la partie commerciale, de toute façon, à chaque fois, on aura des prix sûrement différents si vous communiquez avec nos commerciaux. On voit le nombre de licences, ça c'est le plus important, et le code produit auquel on a souscrit. Ou tout simplement, bah, je veux voir mes domaines protégés et surtout, bah, mes domaines, auxquels j'ai souscrit, enfin, auxquels j'ai pris un abonnement à côté Hornet et quels sont les plans que j'ai pris ou quels sont les produits auxquels j'ai souscrit, tout simplement. Donc on voit ici, hein, on voit le nombre de licences, on voit, ces domaines et cetera. On a la visibilité qu'on veut, on peut demander la résiliation de notre abonnement, que ça remonte après côté Hornet ou tout simplement dans les périodes d'essai, on va soit commander ce qu'on essaye, soit annuler ce qu'on essaye. Voilà, donc ça, c'est assez rapide sur la partie partenaire. Je vais juste me rendre du coup sur ma console de test, hop, et vous présenter du coup chaque plan et comment ça se met en place. Donc, ici on prend un tenant test, bien évidemment. On arrive encore une fois sur quand on se connecte, bien évidemment, hein, on arrive sur ce tableau-là. On a notre tableau de bord, on a nos différents menus, nos différents services qui sont par défaut, hein, quand on crée notre client, désactivés et on va venir mettre en place notre solution au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous êtes client 365, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir automatiquement faire remonter des informations. On l'a vu tout à l'heure, je me suis connecté sur, Microsoft quand j'ai fait, essayer maintenant sur un plan, hein, c'était un onboarding générique, mais comme je vous ai dit, ça s'applique sur tout le reste et on va lancer automatiquement une API qui va récupérer les licences et les boîtes mail que vous avez côté Microsoft. Et quand on a terminé cet onboarding, on a du coup, ben, nos boîtes mail qui remontent, nos licences, potentiellement les domaines et cetera et ce qu'on a, hein, et c'est le plus important surtout pour un onboarding guidé, automatique, c'est qu'on a une liste exhaustive de la mise en place de notre solution. Donc aujourd'hui, je vais mettre voilà, on a la sécurité des mails en premier et après on a tous les services qui découlent selon le plan auquel on a souscrit, hein, tout simplement et dès qu'on a fini, puisqu'à chaque fois on a un bouton, hein, qui nous redirige vers le bon tenant et le bon menu pour lancer son service, on fait terminer, hop, c'est très bien. On peut continuer à mettre en place notre solution, puisque là, c'est juste un lancement avec l'onboarding. Moi, je veux configurer maintenant ma protection de messagerie. Donc, je vais sur mon email security. Je vais directement sur la partie spam et malware protection, qui est le premier rempart de la protection. Et c'est aussi ici qu'on va configurer notre SMTP, tout simplement. Pour là, on est plus sur la partie technique, hein. Mais du coup, ici, on va gérer la protection de nos domaines. On voit la liste de nos domaines. S'ils sont parents de notre domaine, s'ils sont pardon, enfants de notre domaine parent, on n'aura pas vraiment nécessité à se rendre sur chaque domaine et enlever cet héritage et configurer la protection. Mais on le peut, si on veut protéger vraiment chaque domaine et qu'on veut mettre en place le bon serveur sur chaque domaine. Et du coup, ici, on entre les informations SMTP. On met en place, si on a du Microsoft, on remplit ce fichier-là, d'une IP soit entre guillemets «bidon» pour la partie Microsoft, parce que lister les IP de Microsoft qui sont autorisés à communiquer avec Hornet, ça peut être compliqué. Mais l'objectif, c'est qu'on analyse les mails en entrée et en sortie. Surtout que mettre en place du coup cette partie-là est importante pour le bon fonctionnement des services Hornet. On va vérifier nos utilisateurs, soit par SMTP, soit sur le control panel directement. L'objectif, c'est que quand on crée un utilisateur sur un tenant Microsoft, il remonte automatiquement sur Hornet et qu'il soit protégé par la même occasion. La vérification SMTP, pour moi, est le plus efficace. Voilà. On a un petit rappel DMX, on a un premier paramétrage de notre filtrage selon la classification des mails. Et après, on va configurer au fur et à mesure notre serveur de messagerie, comme on avait avec Vade. On protège les pièces jointes, les macros. On met en place potentiellement une taille une taille maximale selon les emails qu'on va recevoir. Et le plus qu'on a avec Hornet, c'est qu'on voit ici, on parle de groupe. Ici, on a un groupe par défaut qui englobe tous les utilisateurs, mais demain, vous avez un groupe par service, commercial, technique, administration des ventes, etc. Vous pouvez avoir un paramétrage différent selon les groupes. Je ne vais pas trop m'étaler sur le compliance filter. Pourquoi? Très rapidement, c'est un
petit bordel pour être pour être assez grossier. Mais c'est tout simplement parce que, bon, selon, bien sûr plusieurs actions ou sur le contenu du mail, on va pouvoir mettre en place, du filtrage très granulaire, très précis, avec des expressions littérales ou régulières, donc des mots du dictionnaire ou des expressions régulières, hein, qui a un langage un petit peu particulier, pour mettre en place de la conformité. On veut interdire aujourd'hui, la communication d'un service vers un autre, ou interdire un mot, ou interdire de mettre en place des données personnelles dans un mail. On peut le faire avec cette partie-là, mais c'est un besoin technique, pour moi qui est un petit peu qui est un petit peu exigeant, que pas tout le monde a, pour mettre en place ces règles-là. Mais c'est sûr que c'est un outil, par sa définition, qui peut être très puissant et qui peut être aussi très bloquant, si vous voulez vraiment avoir cette volonté de conformité et de bloquer certaines choses. Ce qu'on avait avec VAD et Cloud, c'était d'avoir des rapports de quarantaine avec la protection par MX. Aujourd'hui, qu'on soit en API, en MX, en hybride, du coup, avec le meilleur des mondes, hein, on peut avoir ce rapport de quarantaine. Celui-ci, soit il est pour tout le monde, donc chaque utilisateur va avoir son rapport de quarantaine, soit c'est un rapport de quarantaine qui est envoyé vers une adresse. On y met en place la fréquence qu'on veut, très pratique, et en plus de ça, les utilisateurs peuvent eux-mêmes, du coup, ici, modifier cette fréquence. Et en plus de ça, vous, en tant que prestataire de service, chez votre client, vous y rajoutez le texte que vous voulez vers potentiellement vers votre support ou vers des mentions légales, et cetera. Au final, voilà, si c'est de la personnalisation, on peut y mettre ce qu'on veut. Voilà. Je vous ai mis dans les petites bulles qu'on voyait dans ma présentation, c'était la protection ou la vérification, du DMARC, du SPF, du DKIM. On l'a juste ici. On vérifie le statut, il y a un existant côté DNS public, mais en plus de ça, on peut activer de la vérification sur ceci, voilà, sur ces différentes entrées et mettre en place du blocage, une action, mettre en quarantaine, bloquer le mail, et cetera. C'est quelque chose à maîtriser, par définition quand même, parce que, bah, si vous, gérez les entrées DNS, il faut s'assurer que vous ayez une très bonne configuration de votre côté. Et on enchaîne, bien évidemment comme n'importe quelle solution, on a la gestion des listes noires, des listes blanches, par domaine, par IP, par adresse mail tout simplement. Voilà. Hop. Et ce qu'on a du coup avec Microsoft, c'est la possibilité de mettre des connecteurs de messagerie. Tout est automatisé dès qu'on a du 365 bien évidemment. Donc on met en place ces connecteurs de messagerie et c'est vraiment pour moi le dernier, point de votre migration de mail. Vous avez configuré toute votre solution, votre protection de messagerie, votre serveur Hornet et cetera. Si vous voulez migrer, vous lancez les connecteurs de messagerie et vous mettez en place votre MX, votre SPF, avec un TTL au minimum, bien évidemment, à 60 secondes si possible, pour avoir un déploiement et une migration plus rapide. Et c'est ici aussi qu'on gère le déploiement des extensions Hornet côté Outlook, côté webmail aussi, si on veut avoir, les outils qu'on propose aux utilisateurs finaux. La possibilité de mettre en liste noire, en liste blanche un expéditeur, d'analyser le mail, de le signaler tout simplement aussi, de le mettre en archive, ça on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est grâce à cette extension qu'on offre des outils du coup à vos utilisateurs finaux. Ici, on a l'ATP, l'Advanced Threat Protection. C'est pour moi l'outil le plus puissant en termes de protection, puisqu'il va prendre vos liens web, vos pièces jointes, il va le mettre en sandbox pour l'analyser. C'est vraiment un rempart très puissant et en plus de ça, on y rajoute le Targeted Fraud Forensic Filter. C'est un nom à rallonge qui parle du coup du BEC, Business Email Compromise, et c'est un outil qui va détecter le type d'attaque comme les arnaques au président, les usurpations d'identité, de domaine. Du coup, on va vraiment se baser sur le contenu du mail, comment il a été écrit pour éviter du coup ces usurpations. Et c'est aussi un blocage sur la communication entre un mail pro et un mail perso. Forcément, il y a le même prénom et le même nom. Moi, msuffren@chris-réseau.com, je ne pourrai jamais communiquer avec mon msuffren@gmail.com. Simple exemple. Et c'est aussi ici qu'on active l'auto-remediate. Ça vous parle pour ceux qui avaient du VAD M365. On met en place l'API d'Hornet directement dans la partie Advanced Threat Protection. Si on a un plan 4,
Là, c'est sûr, on est directement dans la partie email security. Ici, on voit normalement ce qu'on a sur un plan 2, hein, dans l'intégralité de ce qu'on a sur un plan 2, mais on a du coup la possibilité ici de déployer ce qu'on a sur un plan 4, c'est-à-dire la partie IA. On vient déployer l'IA pour les administrateurs. Donc dans la partie log qu'on voit juste ici, on va pouvoir analyser un email. Voilà, IA security ici directement. En l'analysant, c'est l'administrateur qui va avoir les conseils de ce mail-là, comment il a utilisé, l'attaque, dans ce mail-là pour un mail en quarantaine. Est-ce que c'est vraiment un mail légitime ou pas? Il y aura des codes couleurs et cetera. C'est vraiment pour moi un outil qui est assez utile et surtout, bah, dans l'heure du temps. Aujourd'hui, on est vraiment sur la volonté de déployer de l'IA. C'est un nouveau service en devenir, hein, l'IA de toute façon. Donc, il y a vraiment un intérêt à s'intéresser à l'IA et ce que ça peut apporter pour les utilisateurs finaux comme pour les administrateurs au final. Donc, et c'est aussi ici qu'on l'active pour les utilisateurs finaux. Et il va s'intégrer directement dans l'extension Outlook que je vous ai présentée précédemment. Ici, on va gérer comment on chiffre nos mails, comment on chiffre en TLS. En WebSafe, c'est une vieille version du TLS, mais voilà, c'est des vieux protocoles. Et la partie PGP, c'est encore aussi un vieux protocole, mais on a du coup ces différentes méthodes de chiffrement. Et si on veut directement se protéger par certificat, donc chiffrer nos mails par certificat, Hornet met à disposition la possibilité d'acheter un certificat directement sur le contrôle panel, si votre client en a besoin, tout simplement. Voilà. Pour la partie archivage, Hornet fonctionne sur un archivage par défaut sur 10 ans. On active l'archivage et les mails sont archivés automatiquement dès lors qu'on active ce service. On peut établir des exceptions par rapport à cet archivage. On veut que notre client soit archivé uniquement sur 3 ans ou que ce soit uniquement X utilisateurs qui soient archivés. Et en plus de ça, on rend possible à l'utilisateur d'archiver manuellement ses mails et de mettre en confidentiel ses archives. Très important dans le cadre d'audit. Demain, il y a un audit de vos mails. C'est très important si on garde quand même ce côté données personnelles. Hornet met à disposition aussi, dans le plan 1, la gestion des signatures et des messages d'absence. J'aurais pas vraiment de cas concret à vous montrer, mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de révolutionner l'outil de signature et de messages d'absence, mais de répondre à ce besoin sur une seule et même console et de ne pas avoir plusieurs abonnements pour X solutions. Voilà. Pour le service Continuity, assez simplement, quand on a un serveur on-premise, quand on a un serveur dédié chez OVH ou autre, imaginons qu'il tombe, vous avez la possibilité d'avoir une boîte mail Hornet en webmail qui vous permet d'échanger toujours avec vos différents expéditeurs, avec vos différents clients, pardon, et de garder ces mails-là pendant 3 mois. Voilà. Forcément, vous mettez en place de la protection chez votre client. Comme toute bonne solution, on a des statistiques sur les différents mails qu'on reçoit. Donc, on peut du coup exporter ces statistiques-là et envoyer ça au client ou tout simplement mettre en place des rapports hebdomadaires, mensuels, quotidiens et toujours l'envoyer à votre client pour preuve que vous le protégez. Et le dernier rempart, c'est vraiment de l'information sur les différentes attaques en cours, qu'on peut avoir sur la partie mail également. Donc voilà, ça c'est purement de l'information. Ici, on parle du plan 1, on parle du plan 2. Donc, on peut du coup, enchaîner sur les prochains plans. Qu'est-ce qu'on met en place comme service? Demain, je mets un plan 3, donc je vais sur la partie Total Backup, c'est très bien. On lance cette partie Total Backup. C'est une petite console du coup qui est imbriquée au contrôle panel. On a cette nécessité tout de même de reconnecter notre tenante Microsoft. Donc, on connecte notre tenante. On met en place une politique de rétention qui peut aller du coup jusqu'à 10 ans à l'instar de l'archivage. On n'a pas, comme je vous ai dit, de limite en termes de stockage, ni en termes pardon, de stockage enfin, oui, j'ai tout dit. Euh, Et en plus de ça, on va avoir du coup, la possibilité de protéger alors partiellement, soit en intégralité son tenante, hein, quand on crée du coup notre organisation. Dès qu'on a mis en place nos sauvegardes, on a une visibilité des différentes sauvegardes, hein, de nos boîtes mail, de nos OneDrive, de nos Teams. On voit ici qui on sauvegarde. On a des actions massives encore une fois si, sur nos différentes sauvegardes et cetera. Et ici, on a la partie groupe et SharePoint.
Donc, encore une fois, même principe, on va sauvegarder, vos différentes tenantes. On a des sauvegardes selon la volumétrie, mais aujourd'hui, on peut se dire qu'on a environ 4 sauvegardes par jour. Ça va dépendre encore une fois de la volumétrie. Une boîte mail n'aura pas la même volumétrie qu'un SharePoint, par définition, mais voilà. On est sur une sauvegarde presque en continu, mais on a quand même, vu que c'est pas à chaque seconde, on a environ 4 sauvegardes par jour et à peu près 6 pour la partie SharePoint, et cetera. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de restaurer granulairement un fichier ou autre. Si on veut, voilà, mettre en place directement un mail dans une boîte mail, on prend par exemple, voilà, alors ça m'étonnerait qu'on trouve du contenu, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de restaurer ce qu'on veut granulairement et après de l'envoyer au client ou de le récupérer en local, en PST, en zip, tout simplement, hein. Et même fonctionnalité ici pour la partie restauration, c'est juste plus global. Heu et vu qu'on parle d'une facturation qui est à part, puisqu'on va facturer uniquement à la licence, hein. Aujourd'hui, vous avez, 50 utilisateurs avec 40 licences. On facture 40 licences. Peu importe si vous sauvegardez 20 utilisateurs aussi. Une information très importante à prendre. On a du coup, des alertes potentiellement sur de la restauration et cetera. On peut avoir des rapports suite à ça ou un monitoring, de vos différentes sauvegardes et chaque console qu'on va voir de toute façon a cette partie audit qui vous donne la visibilité de quel utilisateur va faire de la modification sur ces consoles. Passons au reste, tac, 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 on va se mettre sur voilà, on revient sur notre tableau de bord des services. Maintenant, on peut parler un peu plus du plan 4. Donc on va se lancer potentiellement sur la campagne de phishing. Votre campagne de phishing va mettre en place un score du coup, donc pour mettre en place un niveau de sécurité de vos clients qui s'appelle l'ESI, l'Employee Security Index et celui-ci va monter, au fur et à mesure que vos utilisateurs vont recevoir des mails de phishing, vont les analyser, vont rapporter les mails de phishing et bien sûr il baissera s'ils se font avoir. Et également, s'ils regardent une formation, on augmente le score aussi. Comme je vous ai dit, hein, on a de la visibilité surtout sur le score, sur la campagne, par quel email a réussi ou tout simplement quels sont les facteurs humains ou les utilisateurs qui sont fait avoir, tout simplement. On a vraiment un biais psychologique, je dirais, sur comment les utilisateurs se font avoir. C'est très intéressant à donner ça à son client pour qu'il ait beaucoup d'informations sur comment ces utilisateurs finaux, sont sensibilisés. On a de la formation, donc des informations suite à cette formation. On peut très bien, du coup, mettre en place aussi des groupes. Je vous ai parlé précédemment de mettre en place des groupes par rapport aux services qu'on peut avoir dans une entreprise. On peut, du coup, avoir un focus sur des services ou sur des utilisateurs et avoir de l'information, dédiée à ces services ou aux utilisateurs directement. Et comme je l'ai dit, hein, je vous ai parlé des groupes. Ici, on a la partie technique, mais on peut imaginer ce qu'on veut. Comment on va le configurer? Assez brièvement, on va avoir notre simulation de phishing et comme notre campagne de formation, on lui met une date, on met une fréquen on met une fréquence à laquelle ils vont recevoir les mails de phishing ou qui vont recevoir les mails de formation. On peut rendre confidentielles certaines informations si on ne veut pas utiliser de prénom ou de nom de famille des utilisateurs pour rendre encore plus réaliste sa campagne de phishing. Ici, on voit le paramétrage, hein, comment on appelle les utilisateurs pour rendre encore plus réaliste la campagne de phishing. Est-ce qu'on met en place le nom de l'entreprise? Voilà, hein, tout simplement. On a différents paramétrages sur ce qu'on met en place dans les campagnes. Est-ce qu'on autorise les pièces jointes, les macros, le phishing d'identifiant ou l'usurpation de domaine? On a la liste des scénarios possibles ici et on va gérer notre configuration de notre infrastructure Microsoft directement ici. Puisque, on a une campagne de phishing qui utilise des domaines précis, personnalisés, dédiés à cette campagne de phishing. On ne veut pas que ces domaines soient bloqués côté Microsoft. Donc on va mettre en place une API côté Microsoft pour que automatiquement on autorise, les domaines, et les liens qu'on utilise dans les pièces jointes et cetera. Et comme je vous ai dit, c'est dans la formation en ligne, on y met la date et on active nos moteurs personnalisés pour encore plus sensibiliser nos utilisateurs finaux. Voilà. C'est assez bref, mais on n'a pas non plus beaucoup trop de temps pour parler de chaque module. Hop. Et si on parle très bien, on va parler maintenant du permission manager, c'est le mieux pour moi.
C'est un produit que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, on peut gérer vraiment toutes les autorisations de son environnement 365. Donc, imaginons, ben, que, bon, vous mettez en place bien sûr votre organisation, c'est très bien, c'est votre client. On va venir faire remonter du coup plusieurs informations, mais pour pas avoir un condensé de toutes les informations que peut-être vous ne voulez pas ou tout simplement qu'on peut avoir sur des rapports Microsoft qui sont très compliqués à lire. Aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre d'un audit. Vous, en tant que prestataire de service, vous aurez potentiellement la volonté de mettre en place un audit chez un client parce que vous avez, constaté que, bah, ça fait 10 ans qu'il a sa solution en place, qu'il a un environnement Microsoft, mais qu'il n'a pas de visibilité sur ses autorisations. Ici, on va du coup générer un rapport complet des autorisations de vos sites. Également, on a, voilà, plusieurs rapports possibles, les accès externes, les accès des utilisateurs et des groupes ou l'historique des opérations qu'il y a eu en termes d'autorisation, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans la phase d'audit. Maintenant qu'on a audité, on va agir. On a du coup potentiellement alors du coup, hein, on explore, vos différents sites SharePoint. Là, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de cas concret à vous montrer, mais vous avez vos différents sites et on va directement déployer des actions rapides puisque vous voulez, par exemple, ben, nettoyer les utilisateurs orphelins des SharePoint de votre client ou nettoyer les autorisations, pour tout le monde. Simple exemple. On voit du coup ici la liste, ben, des actions massives qu'on peut mettre en place sur vos différents environnements SharePoint. On y voit les tâches qu'on a en cours, lesquelles sont en cours, lesquelles sont effectuées. Pour avoir de la visibilité, c'est très bien. Et derrière, bah, votre objectif, c'est dès que vous avez appliqué, un environnement, enfin dès que vous avez mis en place un environnement un peu plus sain chez votre client, bah, l'objectif, c'est de mettre en place des politiques de conformité et de les déployer chez votre client, pour qu'ils correspondent toujours au modèle que vous avez défini. Demain, on a du ISO 27001 qui est mis en place chez votre client, on a une politique de conformité qui est faite pour ça, ou plusieurs, on va pouvoir continuer à les déployer et attribuer une politique par défaut et dès qu'il y a une modification, vous serez alerté. Et voilà, derrière, vous avez vraiment le contrôle, la gestion de toute cette partie autorisation 365. Et comme je vous ai dit, chaque fois qu'il y a une modification sur cette console, on y voit qui a modifié quoi. Très important pour vos techniciens. Hop, on vient ici. Et maintenant, je vais vous parler du Demarc Manager. Pour ceux qui sont familiarisés avec le Demarc, hein, qui va du coup se baser sur le DKIM et le SPF. Aujourd'hui, vous voulez protéger vos domaines grâce à ça, donc vous avez vos différents domaines avec un score, de sécurité. Moi, aujourd'hui, on est sur un risque faible avec 85 de sécurité, c'est très bien. On met en place un rapport, on y voit la politique qu'on a mis. Est-ce qu'on va mettre en quarantaine, rejeter ou tout simplement ne pas mettre d'action sur, la partie des marques? Mais au final, le vrai objectif pour moi de cette solution, ben, c'est de mettre en place des redirections côté DNS public, OVH, et cetera, et de tout gérer sur votre Demarc Manager. Et vous gérez la politique. C'est en plus de ça beaucoup plus lisible et plus facile à mettre en place pour ceux qui ne sont pas habitués à mettre en place du Demarc. Également pour du SPF, on va gérer toutes ces entrées SPF. C'est ici qu'on va du coup rajouter vos nouvelles entrées. Que ce soit des serveurs on-premise ou d'autres serveurs de messagerie, vous les rajoutez ici. Il n'y aura pas la nécessité à rajouter ça sur votre DNS public. Tout se gère depuis ici. Également pour la partie des KIM, pour la partie BIMI, pour ceux qui connaissent, c'est un enregistrement DNS qui va certifier, authentifier votre logo. Et si on veut avoir du coup un rapport du chiffrement qui est utilisé par vos expéditeurs ou par vous-même tout simplement, hein, si on a de la mauvaise gestion de chiffrement, si on a de vieux chiffrements qui est utilisé par des serveurs frauduleux, vous allez avoir ce rapport-là possible avec le TLS-RPT. Et encore une fois, on parle de rapport, c'est très bien, ça me fait une transition sur aussi bah, la puissance de cet outil, c'est d'avoir des rapports sur le taux de conformité de vos différents expéditeurs. Est-ce qu'ils sont approuvés? Est-ce qu'ils sont suspects parce qu'on n'a pas de DKIM, on n'a pas de SPF, on a des entrées bizarres qui viennent de Chine? Ou tout simplement votre domaine, et là on parle de conformité encore une fois, votre domaine est usurpé en Chine, au Japon, peu importe quel pays, aux États-Unis ou autre, alors que vous êtes en France, vous voyez que vous êtes malheureusement usurpé.
Et là, on a un taux de délivrabilité qui peut être utile, hein. Ça, on parle vraiment du coup de configuration, et si on a vraiment une bonne configuration ou que nos expéditeurs ont une bonne configuration eux aussi, on a un taux de délivrabilité de nos mails et de réputation. La réputation, la conformité, on est presque sur le même objectif, hein. Si vous avez du coup plusieurs, usurpations frauduleuses dans des pays connus pour être frauduleux, votre réputation va forcément un petit peu baisser. Et voilà, le rapport TLS-RPT, comme je vous ai dit, c'est pour la partie chiffrement, et le rapport d'échec, c'est tout simplement, ben, avec quel serveur de messagerie j'ai communiqué, et est-ce que son DKIM a été bon? Est-ce que son SPF a été bon? Et cetera. Ou tout simplement s'il y a un rapport, s'il y a des échecs au niveau des IP renseignés. Aujourd'hui, vous êtes chez Hornet, donc techniquement, vous autorisez les IP d'Hornet à communiquer avec votre environnement Microsoft, et à l'inverse, vous autorisez Microsoft à communiquer avec Hornet. Donc s'il y a des erreurs suite à ça, vous avez des rapports aussi de ce côté-là. Et si on revient ici, alors on va parler d'outils un peu plus légers. On va revenir un petit peu sur l'IA, et du coup, je vais sûrement clôturer ma présentation sur ça. Ici, on a un module qui s'appelle l'IA Recipient Validation. C'est un outil qui va permettre de mettre en place des règles pour qu'une IA sur votre webmail ou sur votre Outlook puisse analyser et vous faire valider une deuxième fois l'envoi d'un mail. Un exemple, vous répondez à un mail, vous mettez une information sensible, ou vous parlez à un destinataire que vous n'avez encore jamais parlé, ou quelqu'un ou tout simplement un destinataire auquel vous vous êtes trompé dans son nom, vous mettez .clm au lieu de .com, simple exemple. Vous allez être informé par l'IA dès que vous allez envoyer le mail, et il va vous dire: «Attention, le module IA récipient de validation a détecté une anomalie. Est-ce qu'on renvoie bien l'email ou est-ce qu'on fait annuler?» Et là, je vérifie qu'est-ce qui a été bloqué. Et on a aussi de l'assistance. Là, on parlait de protection, mais on a de l'assistance aussi. Si on répond tout simplement à X personnes, parce que vous faites un tir groupé en faisant répondre à tous, alors que vous envoyez un document à la RH, ça marque mal. C'est malheureusement pas les bons destinataires, et vous allez être informé de cette erreur. Et voilà, après, de toute façon, vous aurez l'opportunité après de lire toutes les règles d'assistance qui sont possibles. Donc voilà, le but, c'est de rajouter encore de la protection et même du contrôle, et d'éviter les erreurs qu'on peut avoir lors d'envoi de mail. Et l'IA, du coup, va se gérer réellement depuis ici, hein. L'IA Cyberassistance, c'est cet outil, comme je vous ai parlé, on peut être redirigé vers le menu dans lequel on était. On peut être redirigé vers la partie email security où je vous ai parlé, donc qu'on peut configurer et mettre en place l'IA côté utilisateurs finaux ou administrateurs. Et pour terminer, on va parler de la protection Teams, qui est vraiment assez simple, hein. On a simplement un menu comme ça, où on va protéger du coup son Teams des différents liens malveillants, des fichiers qu'on va recevoir, des conversations avec qui on a, et on va activer une petite API, bah, qui va vous informer, dès lors qu'il y a un blocage, hein, de qu'est-ce qui a été bloqué, comment je peux résoudre cette problématique, là où je vais être redirigé pour ne pas cliquer sur le lien ou pour répondre correctement à une potentielle tentative d'attaque ou à un lien frauduleux, tout simplement. C'est assez simple d'utilisation. Il y aura la partie documentation sur le portail partenaire qui vous expliquera, pardon, vraiment pas à pas et avec des images bien concrètes de ce que vous avez, dans le contenu même de ces IA. C'est, un sujet auquel on peut parler pendant plusieurs temps, mais malheureusement, on est un petit peu limité par le temps. Si je reviens sur le contrôle panel, on a vu du coup l'ensemble de nos services. Aujourd'hui, je ne pourrais pas parler du Tenant Manager, ni même de la partie VM Backup. Pour ceux qui connaissent les solutions en net, on a encore du coup, voilà, cette partie-là. Donc on pourra les mettre de côté pour aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, la partie partenaire portal vous donnera tous les tenants et les aboutissants de cette solution. Et si je dois du coup clôturer sur cette partie-là, on a aussi des rapports d'audit qui sont disponibles sur votre contrôle panel. En tant que technicien, c'est très important si vous voulez savoir, qui a créé tel client, quelle licence a été attitrée à tel client, ou tout simplement qui a activé tel service, qui s'est connecté, et cetera. On y voit ce qu'on veut ici en termes de log sur la console contrôle panel. Et on a du coup ce point qui est très important pour moi. Chaque utilisateur qui auront Pardon. Chaque utilisateur qui auront accès au cp.netsecurity.com, mais qui n'ont pas vraiment de droit, hein, sur cette console-là, vont avoir cette partie user panel.
Donc là, on est vraiment côté utilisateur sur le contrôle panel où on a plusieurs possibilités. On y voit nos logs, c'est le rapport de quarantaine au final, hein, tout simplement. On y voit des statistiques, nos formations, nos simulations de phishing, donc on va pouvoir savoir directement comment on se fait avoir, tout simplement. S'il veut bien, il m'a redirigé sur ça. Mais voilà, on peut du coup être redirigé. Ça, c'est malheureusement une problématique de cache. Mais du coup, dans la formation en ligne, on y verra toutes les formations. Une formation, pour vous donner une ordre d'idée, hein, c'est 7 minutes en moyenne. Donc, et on en a pas mal avec des quiz, etc. On a notre potentiel décodeur de liens. Si on veut mettre en place une analyse sur un lien, on peut restaurer des données 365. Donc, comme je vous ai dit au début, on va vraiment déléguer cette partie restauration. Donc on donne encore moins de temps à l'utilisateur final tout en gardant le même niveau de service, très utile. Et on peut gérer les listes noires et listes blanches de ma boîte mail, tout simplement. Voilà. Et si je veux, moi je suis administrateur, donc forcément j'aurai accès à mon contrôle panel. Et puis je vérifie que j'ai rien oublié. Hop. Et potentiellement, on va consacrer ce peu de temps. Si vous avez des questions, etc., je vous laisse les mettre dans le chat. On va voilà, avoir ce petit temps d'échange. On a quelques minutes, quitte à ce qu'on déborde un petit peu, vraiment, c'est pas très grave. Voilà, pour moi, on a vu l'intégralité de la console. S'il faut que je revienne sur un point. Oui, en soi, c'est vrai que je vous ai pas parlé aussi d'email live tracking. Alors, j'en ai parlé très rapidement pour présenter la partie IA, mais c'est très important du coup de se dire où sont nos logs et nos mails. C'est ici. Donc ici, on va avoir plusieurs catégories de nos mails. Si moi je veux avoir tous les mails sauf les valides, je décoche la partie valide et j'ai tous mes mails frauduleux, tout simplement. Et ensuite, je vérifie. Alors on a plusieurs filtres, c'est très important. Et du coup, si je veux aussi avoir les mails archivés, ça aussi pour vous, ça peut être très important. On a du coup cette possibilité de quels sont les mails archivés ou pas. Il y a eu une suppression côté utilisateur, hop, pas de panique, j'ai une sauvegarde ou une archive et je le restaure de suite. Voilà. Et voilà, et l'objectif, c'est d'avoir nos logs, d'avoir des actions rapides, des informations sur nos mails, redistribuer l'email et cetera. Vous, en tant qu'administrateur, potentiellement savoir les entêtes SMTP. Alors là, on parle vraiment de log ou tout simplement la partie routage SMTP avec ce code-là qui est très important qui du coup est, la réponse auquel le mail est bien valide et il a bien été transité à votre serveur de messagerie. Bon, ça c'est un détail technique, mais voilà. Du coup, pour moi, on est bon. Hop. Alors, je vais lire du coup les questions et je vais même les mettre de côté parce que sinon, voilà. Alors, pour les migrations, on a plusieurs possibilités parce que, déjà, Vadé a eu une phase de migration vers Hornet. Donc vous avez potentiellement déjà votre client qui se trouve ou votre domaine client ou votre domaine à vous, qui se trouve sur le contrôle panel. De plus, on a la possibilité de contacter, de contacter Vadé, hein, et du coup de travailler avec nous aussi, mais d'utiliser leur outil de migration, qui vous permet d'avoir une migration complète de votre ancien environnement Vadé et de le mettre en place sur le contrôle panel. En réalité et surtout quand on parle, de Vadé M365, pour moi, le mieux, c'est de faire une migration en créant son client, en mettant en place alors soit l'API, mais de repartir presque de zéro. Le seul truc, c'est vrai qu'on ne va pas garder, mais qu'on voudrait garder, c'est peut-être les listes noires. Les listes blanches, la plupart du temps, on veut les refaire, c'est pas très grave si on les perd, vraiment, c'est même, presque mieux, hein, de repartir sur quelque chose de sain. Mais c'est vrai que ouais, ça peut être, pour moi le point bloquant, ça va être les listes noires. Mais, pour moi, il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise pratique, ça va dépendre vraiment de ce que vous souhaitez. Est-ce que l'on peut migrer des clients VAD non 365 vers Hornet? Et dans ce cas, plan 1 uniquement. Un plan 2 du coup, pourra faire l'affaire aussi, hein, si on veut archiver nos mails. On pourra aussi également oui, complètement, oui. Alors là, du coup, ce sera uniquement, si on veut faire une migration complète, bien évidemment, avec l'outil que propose Vadé, donc qui est directement chez eux en interne. Mais oui, complètement, il y aura cette possibilité de faire cette migration. Voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on part souvent du début, ça c'est peut-être mieux de repartir sur une solution, saine. Après, comme je l'ai dit, ça va dépendre, vraiment de vos besoins.
Voilà, j'attends encore si vous voulez, 2-3 minutes, si vous avez encore des questions ou autres, ou est-ce que vous voulez que je revienne sur un point ou que je revienne plus en détail sur un point? On peut se dire, jusqu'à 10h05 et puis, s'il y en a pas, écoutez, ce sera tout pour moi. Voilà, alors je sais pas si vous avez cliqué sur la partie aussi, sur la partie partenaire, je vous ai montré enfin que je vous ai envoyé juste ici, j'espère que vous êtes enregistrés. Parce que pour moi, c'est vraiment, c'est the outil pour avoir, tous les outils et toutes les documentations nécessaires pour mettre en place la solution, pour avoir des documentations d'onboarding en interne et savoir comment on met en place un client. On a des documents en anglais, en français, dans toutes les langues. Réellement, c'est vraiment un gros portfolio. Je vois que vous avez pas trop de questions en plus. Écoutez, j'espère que vous avez appris un maximum de choses et que surtout vous avez bien compris au final qu'aujourd'hui, on ne peut que parler d'Hornet si on veut vraiment parler de multiples services sur un environnement 365. En tout cas, c'était le message, du jour, heu et il faut que du coup, voilà, une migration va potentiellement être faite côté Hornet de votre part, hein. Nous, Chris, on sera là pour vous accompagner. Principalement moi, mais du coup, je serai là, du coup, pour vous accompagner, sur la mise en place de vos clients, des onboarding ou tout simplement de votre NFR. Si demain vous avez un NFR, vous avez un plan 4. Si vous avez un plan 4, on intègre ensemble l'intégralité des produits et après vous n'aurez que la possibilité de répliquer ce qu'on a fait et vous aurez tous les outils pour intégrer vos différents clients. Altospam, Vadé ou autres. Voilà. Et sur ce, écoutez messieurs, je vous souhaite une bonne journée, voilà. Bon courage à vous pour le restant de cette journée, bon week-end à vous, et j'espère à très vite pour, des intégrations avec Hornet. Merci à vous, au revoir.